Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Oui, nous sommes dans une ferme. Nous ne sommes plus à Sud Radio. Nous sommes dans la ferme des animaux d'Orwell. Non, on n'est pas dans la ferme des animaux d'Orwell. Vous savez, jusqu'à présent, je vous ai jamais dit, et Dieu sait si je reçois des auteurs de livres, je vous ai jamais dit, écoutez, ce livre, en général, je ne reçois que les livres qui nous intéressent et les auteurs qui nous intéressent. Et là, je vais vous dire, s'il y a un cadeau de Noël à faire, c'est ce livre. Ce livre, c'est Animal et droit. Animal et droit, voilà, je le montre, à la caméra, parce que il aborde vraiment quelque chose qu'on connaît, comme si on se dit, on a tous, enfin en tout cas, une grande majorité d'entre vous, d'entre nous, a au moins des animaux de compagnie, et on pourrait ça demanderait 3 heures pour faire l'inventaire de tous les animaux de compagnie, simplement. Et voilà un livre sur, effectivement, le droit animalier. Et je ne dis pas l'animalité du droit, mais animal et droit. Et nous sommes avec Claire Bouglé-Leroux et Nadège Reboul-Maupin. Bonjour à vous deux. André. Vous avez effectivement dirigé ce livre qui paraît aux éditions LexisNexis et qui est absolument passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il donne à la fois un portrait juridique, légal, avec tout ce qui peut se passer entre les hommes, les êtres humains et les animaux. Et on verra que c'est très, 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 très riche, très compliqué, au bon sens du terme, et surtout avec vraiment des illustrations absolument magnifiques, que ce soit des peintures, que ce soit des photographies, que ce soit l'histoire de raconter tout cela, alors justement, vous avez fait ça, je vois presque une 50aine de collaborateurs. Oui, plus de 40 contributeurs qui sont souvent universitaires et on a également un vétérinaire, un anthropologue, Philippe Charlier, le vétérinaire c'est Geneviève Marignac de Maison Alfort, qui se sont fédérés sur ce thème pour proposer une réflexion d'une série de contributions qui portent sur des thèmes très variés les unes et les autres et qui sont insérés dans un bestiaire. Et donc des contributions qui, là, vont porter sur des animaux précis, le renard, le loup, l'hermine. Alors, on va en parler, mais d'abord, je voudrais avoir le sens profond du livre. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de le faire ? Pourquoi ? Alors, c'était à un moment précis. Nous avons créé dans notre université, à la faculté de Versailles, un diplôme universitaire de droit animalier des affaires. De droit animalier des affaires. Des affaires, parce que il y a beaucoup de DU, mais pas de droit animalier des affaires. Pourquoi ? Parce que c'est le choc. L'animal et l'économie, souvent, ne font pas bon ménage. Voilà, alors on a tendance à ne pas aimer l'animal au sens économique du terme, pour l'utiliser, pour le vendre, ou voilà. Donc, du même coup, on a fait... Mais pourtant, l'animal est productif. L'animal est productif. Et voilà, je voulais montrer que l'animal d'élevage avait toute sa place, que les agriculteurs, aujourd'hui, c'est une vraie question par rapport à l'animal. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est arrivé à ce moment-là, après une intervention que nous avions fait ensemble à The Bureau sur l'animal en affaires. Et donc, on a voulu, partant de cette idée de DU, de faire quelque chose de plus vaste, où le droit était vraiment bouleversé par l'animal, et qu'il fallait vraiment que l'on encadre juridiquement les règles, et qu'on prévoit des règles pour cet animal, qui soit d'ailleurs de compagnie, comme vous l'avez dit, mais aussi l'animal sauvage et l'animal de rente. Ça comprend tous les animaux. Les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux domestiques, les animaux d'élevage. De rente, etc. Voilà, d'élevage. Voilà. Et même l'animal symbolique. Qu'on fasse un état des lieux sur la réflexion du juriste par rapport à l'animal et qu'on conçoive au fond l'animal comme un patrimoine, cette réflexion des juristes comme un patrimoine juridique, d'où le sous-titre Bestiaire, patrimoine juridique, défi contemporain. Donc ça n'est pas du tout un ouvrage militant et chaque contributeur a eu la liberté académique de pouvoir écrire sur le sujet ce qu'il souhaitait. Alors, donc il peut y avoir des auteurs engagés, des auteurs moins engagés sur la question et il y a un certain nombre d'historiens du droit
droit, donc qui est une discipline interne aux facultés de droit et qui impose au fond un regard historique sur le sujet qui permet de remettre en perspective un certain nombre de thèmes. Oui, et puis surtout ça fait holistique, c'est-à-dire c'est quelque chose de total. Enfin, vous essayez d'embrasser presque tous les domaines. Alors on a essayé la partie bestiaire et la partie historique. Les contributions classiques peuvent aussi avoir et aborder l'histoire, mais on a essayé d'aborder au travers des thématiques animal en image, animal réifié, animal et environnement, animal en affaires, animal sacrifié. On a essayé d'embrasser, par les chapitres, un petit peu tous les domaines où l'animal était concerné. Alors ça m'intéresse. Donnez-moi toutes les deux. Je voudrais des exemples concrets où effectivement l'animal rencontre la justice ou l'injustice. Donnez-moi des exemples parfaits où ça se passe, par exemple, je ne sais pas, au niveau de la vie quotidienne, pour les animaux de compagnie et les gens. Donnez-moi quelques exemples, on en parlait juste avant, par exemple, au moment du divorce, qui garde les chats, qui garde les chiens. Voilà, au moment du divorce, la question se pose. Qui va garder le chat et qui va garder le chien? Et dans ces moments... Avant, c'était qui va garder les enfants, mais je ne savais pas que le chien et le chat pouvaient avoir des... Et la justice est en train d'avancer à grands pas pour dire qu'il faut aussi traiter les animaux effectivement comme les enfants. Et hier on a eu une intervention d'une des autrices dans le livre qui est Clara Bernard-Xemar qui écrit sur le sort de l'animal après la séparation du couple, et la justice essaie d'établir des critères pour savoir à qui va être attribué l'animal. Et il était intéressant de voir que parmi les critères il y avait le fameux tirage au sort, et effectivement c'est pas un critère qui est retenu, mais aujourd'hui l'animal, après la séparation du couple, va être pris en compte, et on pourra avoir, comme on a une garde alternée de l'enfant, une garde alternée de l'animal. L'animal, c'est le lien d'affection, et il doit suivre l'enfant comme effectivement... Vous faisiez le lien avec les enfants, et il y a un certain nombre aussi de magistrats qui voient l'animal comme un facteur de stabilité, au fond, dans une situation que les enfants éprouvent parfois difficilement, et donc l'animal va suivre le sort des enfants pour être en quelque sorte un élément de stabilité. Oui, c'est ça. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs, je rappelle, 0826 300 300, 0826 300 300, si vous avez des questions à poser à Claire Doublé-Leroux ou à Nadège Roubna-Maupin ou aux deux, c'est vraiment, on a tous, enfin en tout cas, beaucoup d'entre nous ont des animaux de compagnie, mais je voudrais aller au-delà de ça. Est-ce qu'au fond, sur le fond, le résultat un peu de toutes les observations des contributeurs et de vous-même, est-ce que quelque part on peut dire l'animal est une personne, est injusticiable, non pas comme un autre, bien sûr, on ne fait pas la confusion, mais quand même? Alors, c'est la grande question, on n'a pas la réponse, parce que la question c'est le statut juridique de l'animal qui pose vraiment question. Je suis à côté d'un auteur dans la partie environnement, monsieur Jean-Pierre Marguenot, qui est dans la tendance où on reconnaît une personnalité juridique, technique, un peu comme à la personne morale, à la société. Ouais. Voilà. Moi je ne fais pas partie de ces auteurs-là, donc il faut des idées pour tout le monde. Et moi je suis dans une conception où aujourd'hui l'animal doit être considéré comme un bien vivant, et qui doit faire sauter les catégories actuelles où tous les biens sont meubles ou immeubles. On a fait sortir l'animal du bien meuble tel qu'il était avant dans le Code civil, puisqu'aujourd'hui il y a un article qui prévoit, l'article 515-14 du Code civil prévoit que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. C'est nouveau ? Alors c'est depuis la loi du 16 février 2015, donc ça fait quand même déjà 10 ans, ça va faire 10 ans. C'est nouveau, c'est quand même très récent. Nouveau. Voilà. On va fêter cet anniversaire au Sénat. On le fête au Sénat le 21 février, sur les 10 ans. Alors c'est nouveau, et hier soir en me repenchant justement dans l'ouvrage, je me suis dit, alors c'est un symbole, le Code civil, quand on rentre dans le Code civil, voilà, c'est le grand code avec un grand C. Mais là où j'ai regardé dans le code, à l'article 1894 du Code civil, sur le contrat de prêt justement, on considérait déjà en 1804 que l'animal n'était pas interchangeable et qu'il ne pouvait faire l'objet d'un prêt de consommation mais que d'un prêt à usage. Donc c'est intéressant, on a aussi une autre autrice qui en parle, et je trouve que le symbole était déjà rentré, pas être vivant doué de sensibilité, mais quand même il était déjà là, voilà. Oui. Alors pour moi c'est un bien vivant, et je fais partie aussi, je milite dans ce sens pour dire qu'il faut faire sauter le verrou, faire entrer le vivant dans le Code civil, mais pas seulement l'animal, mais aussi le végétal. Et aujourd'hui il y a beaucoup d'auteurs et des notaires qui se disent que l'arbre, c'est aussi
un bien vivant. Mais ça, c'est votre prochain livre. Voilà, c'est mon prochain livre, effectivement. Mais justement, non, mais c'est très intéressant parce que ça, et c'est vrai que quand on parcourt et quand on lit le livre, c'est vrai que en fait, voilà, l'animal n'est pas substituable, n'est pas interchangeable, n'est pas effectivement une espèce de produit. Mais quand vous dites, alors, m'intéresse comment. Quelle différence y a-t-il, du point de vue du droit en tout cas, puisque c'est le point de vue que vous avez adopté, quand même, comment on ne peut pas assimiler, je parle en tout cas, encore une fois, du point de vue juridique, est-ce qu'on peut assimiler le lion, l'animal sauvage, l'animal du Kenya, le léopard, la panthère, le prédateur, avec le chien et le chat ? Alors c'est là où le bas blesse peut-être, c'est qu'il faudrait des régimes différents, parce qu'il y a l'animal de compagnie avec des devoirs qu'ont le propriétaire, c'est-à-dire devoir d'entretien, devoir de soins. L'animal sauvage est dans le code de l'environnement, il est traité comme une espèce. Donc ça, c'est plutôt la préservation de l'environnement. Mais ça engendre aussi des devoirs, parce que c'est un bien qui est commun. Finalement, c'est un bien à l'usage de tous. Les braconniers qui tuent des rhinocéros, etc. Enfin, tout ça. La défense de l'agent animal, c'est ça. Non, ça me fait penser à l'affaire Riette du sanglier, une affaire de sanglier qui est un sanglier en fait adopté et qui a eu un marcassin qui a eu l'intelligence de filer du bois un jour de chasse et en ce moment il y a sa propriétaire essaye de faire entendre qu'elle ne veut pas qu'il soit euthanasié parce que Riette est menacée d'euthanasie par les autorités administratives. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a des catégories. Et ensuite, il y a certainement aussi à négocier des exceptions, des tolérances, comme on le voit sur un certain nombre de sujets. Sur la corrida, par exemple, on est dans le cadre d'une tolérance. La corrida. À raison d'une tradition, ou de pays de tradition. Bien sûr. Mais alors justement, on va en parler après cette petite pause. Ça pose les problèmes, on le voit, on va parler des chiens et des chats abandonnés, on va parler des vacances, etc. Et je voudrais savoir comment la jurisprudence a évolué par rapport à l'histoire, parce que ce que vous posez dans votre livre, c'est en fait les rapports de l'homme et de l'animal. Je veux dire, c'est une histoire, les rapports de l'homme et de l'animal. On ne monte plus à cheval comme on montait du temps des croisades ou du temps des grandes bagarres. On en parle tout de suite après cette petite pause. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et avant de retrouver André Berkoff et ses invités qui nous parlent des animaux et du droit, nous allons avoir le résultat du jeu, le grand sapin de Noël de Sud Radio. Alors c'est le moment d'ouvrir les cadeaux, ou non plutôt le cadeau. Et aujourd'hui nous avons une gagnante en ligne et c'est Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour toute l'équipe, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Alors d'où nous appelez-vous Marie-Hélène ? J'appelle de Pau. De Pau. Alors, vous avez gagné au grand sapin de Sud Radio. Wow. Vous êtes impatiente, mais je vous le dis tout de suite, c'est votre carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîtes à bijoux et boîtes à montres, jolies, pratiques et accessibles, des grandes, des petites, en léopard, en moumoute, en velours, en fait, tout comme vous voulez. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Et c'est à retrouver sur maison-scarlett.fr. Félicitations Marie-Hélène. Ah bah écoutez, je vous remercie beaucoup, je suis très très contente et j'ai appelé par 3 fois pour être sûre d'être sélectionnée et voilà. Et ben vous l'avez été Marie-Hélène et choisissez Panthère, c'est très très bien Panthère. Très bien, on va parler des droits de la Panthère d'ailleurs bientôt. Oui, c'est le sujet d'aujourd'hui je crois. Exactement. Absolument. Bon, bravo Marie-Hélène et puis merci beaucoup. Comme quoi il ne faut jamais se décourager, vous en êtes la preuve. C'est la persévérance, le courage et la persévérance. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et pour les autres auditeurs, vous pouvez continuer à persévérer puisque le grand sapin de Noël de Sud Radio, ça continue jusqu'au 27 décembre. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Animal et droit. Animal et droit. C'est vrai qu'on se dit, mais c'est nos notions. Mais pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Si vous lisez ce livre, et vraiment, je vous recommande de le lire, de le feuilleter, de le regarder. Et d'ailleurs, la couverture est très, très belle. C'est la couverture d'un des plus grands peintres de tous les temps,
qui a fait des peintures magnifiques avec des fruits, mais aussi avec des animaux, des portraits. C'est Arcimboldo, bien sûr. Pourquoi Arcimboldo, d'ailleurs? Alors, on est parti sur cette couverture qui représente l'allégorie de la Terre de Giuseppe Arcimboldo. Et ce tableau, qui est peint en 1570, participe à une réflexion sur la proximité entre l'homme et la nature et les animaux. Et ici, il y a une forme de bestiaire, puisque un des défis consiste à compter le nombre d'espèces qui figurent sur cette peinture, et également ces animaux qui sont imbriqués pour former un visage humain. Donc il nous semblait que c'était vraiment très parlant, et d'autant qu'au fond on quitte les bestiaires, on rentre dans une vision encyclopédique de l'animal et assez réaliste. Ici on est dans des portraits d'animaux très réalistes, et cette imagination qu'on voit chez Arcimboldo, eh bien on souhaiterait au fond l'inculquer à un certain nombre de juristes pour susciter la réflexion autour de ce sujet. Alors je voudrais justement entrer un peu, on l'a déjà fait dans le vif du sujet. Au fond, comment ça a évolué? Alors, je veux dire, est-ce que c'est par rapport à la géographie, par rapport à la culture ou civilisation des pays que le droit a évolué? C'est-à-dire que le droit dépend de telle ou telle région, tel ou tel continent par rapport aux animaux, et comment ça a évolué, par exemple, pour commencer par l'Occident en général, l'Europe en particulier, la France, est-ce que ça a beaucoup évolué par rapport à, par exemple, au Moyen-Âge ou ailleurs, ou avant d'ailleurs? Parce que, effectivement, on va pas faire les animaux, c'était aussi des symboles, hein, on savait très très bien, il y a les sacrifices d'animaux, etc. Mais sur le plan qui nous intéresse, d'ailleurs, la juridiction, est-ce qu'elle a beaucoup évolué? Le droit des animaux, oui, oui, a beaucoup évolué, évidemment. C'est une histoire au fond de la sensibilité, l'histoire animale. Donc ça, c'est intéressant, mais il faudrait se garder de l'idée qu'aujourd'hui nous serions beaucoup plus sensibles par rapport à l'animal qu'autrefois, parce que il y avait également on vivait avec les animaux beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc je renvoie à des choses qui peuvent être écrites sur le cochon, et donc sur l'animal de rente, avec lequel le paysan a une proximité très forte, et donc il peut aller jusqu'en cassation pour demander justice pour son cochon. C'est arrivé ? Oui, c'est arrivé. En 1821, il y a un arrêt de la Cour de cassation sur un cochon, une truie même, qui a avorté du fait de coups qu'elle a reçus. Et les magistrats se penchent sur le sort de cette truie, et ils la personnalisent. Mauvais traitement, etc. Oui. Et puis il ne faut pas oublier, que chez les animaux, les grottes de Lascaux, 32 000 ans, il y avait les animaux. Il y avait beaucoup plus d'animaux représentés dans les grottes préhistoriques que d'humains. Que d'humains. Oui, l'animal est vraiment représenté. Et c'est vrai que, comme le dit Claire, l'animal, je pense, contrairement à ce qu'on peut penser dans nos campagnes, c'était le cochon avec un prénom. Il était aussi, il faisait partie intégrante de la famille. Et finalement, aujourd'hui, comme le chien ou le chat. Voilà. Et le chat aujourd'hui, alors qu'on dit que on est beaucoup plus proche de nos animaux de compagnie, je pense qu'un ancien agriculteur a donné d'ailleurs des prénoms aux vaches aussi. Aux vaches aussi. Aux vaches aussi. Oui, aux vaches. Voilà. Et donc la sensibilité était peut-être pas reconnue, mais était présente. Quand même, elle a augmenté. Bon, après, il y a eu la loi Grammont en droit pénal. On peut inviter maintenant à regarder. C'est quoi la loi Grammont? Non, mais pour information. Oui, alors la loi Grammont en 1850 est intervenue pour les mauvais traitements ou les cruautés portées, les sévices aux animaux. Donc déjà, en 1850, on avait quand même une protection de l'animal qui était quand même déjà importante. Elle n'est pas arrivée au XXe siècle. Voilà, elle est arrivée progressivement. C'est intéressant, oui, de rappeler que c'était au XIXe siècle. Voilà, on était au XIXe siècle. Particulièrement pour les chevaux. Pour les chevaux, oui. Mais aujourd'hui, si vous vous intéressez à l'usine animale, ce reportage de Caroline Dussin qu'on a interviewé dans l'ouvrage, qui est un reportage qu'on peut voir en ligne, eh bien, vous voyez aujourd'hui des usines à cochons. Et évidemment, ces cochons n'ont pas de prénom. C'est clair. Et ils sont comme les poulets en batterie. Voilà, ce sont des univers quasi concentrationnaires. Enfin, c'est vraiment affreux. Et là-dessus, est-ce que la justice, justement, sous l'impulsion d'un certain nombre de défenseurs des animaux, bien sûr, est-ce qu'elle est plus efficace qu'elle l'était il y a encore quelques décennies ? Par rapport aux élevages de poulets en batterie, par rapport à un certain nombre d'animaux maltraités, je dirais. Alors, elle est
plus sévère, je ne sais pas. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les animaux sont pris en compte par la justice. Ouais. Donc, beaucoup d'associations, des lanceurs d'alerte vont dans ces élevages industriels au nom de leur liberté d'expression. Mais la Cour de cassation, quand même, garde sa position en disant que finalement, on ne peut pas remettre en question le droit de propriété par rapport à la liberté d'expression. On ne rentre pas dans un élevage n'importe comment. Et effectivement, je pense que de ce côté-là, la Cour de cassation reste quand même à protéger les élevages, parce qu'il ne faut pas jeter vraiment une image négative sur les élevages. Ils ne sont pas tous mauvais, heureusement d'ailleurs, mais l'élevage industriel, il est vrai que dans ce reportage, on a visionné le film et on s'est regardé en disant à Caroline Lessin, ah oui, mais ça ne se passe qu'à l'étranger. Et en réalité, malheureusement, ça se passe en France aussi. Voilà, en France, en Europe, partout, et aux États-Unis. Et il est vrai qu'on a tendance à penser que c'est loin de chez nous. Mais oui, est-ce que je vous posais une question évidemment basique, un peu de Huron, mais les animaux peuvent pas se défendre. Hein, c'est pas eux. Ils peuvent avoir des avocats. Puisque, je parle d'avocats au sens, non pas au sens strict du terme. Mais comment justement, mais c'est intéressant, là c'est aux juristes que je m'adresse, comment peut-on faire, parce que on peut pas assimiler un animal à un humain, puisque l'animal, l'humain peut témoigner, peut réagir, etc. L'avocat peut l'interroger. Enfin bon, c'est pas du tout la même structure juridique. Donc, comment le droit, je voudrais essayer de comprendre si le droit animalier, est-ce que c'est en fait surtout un droit de protection? Expliquez-moi. Parce que c'est vraiment... C'est la différence que je voudrais voir et faire expliquer aux auditeurs, aux spectateurs. D'un côté, c'est reconnaître des droits fondamentaux à son animal, c'est-à-dire un droit à la vie. Et d'un autre côté, c'est son propriétaire qui va agir, ou son représentant, ou même des associations qui, au nom de l'animal, ont, eux, un intérêt à agir au nom de la protection animalière. Eux ne pourront pas agir. On a eu une affaire, je crois, d'un chat qui a été écrasé sous le TGV récemment par le tribunal c'était le tribunal judiciaire, je crois, de Lille. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont en train d'évoluer, où le propriétaire a le droit de demander à la SNCF des dommages et intérêts. Bon, ça n'a pas abouti, mais voilà, c'est son représentant. Finalement, il peut porter plainte. Qui peut porter plainte. Voilà, il a le droit de porter plainte. L'animal, alors. Pour autant, peut-être historiquement, il y a des choses à dire. Oui, alors j'allais dire que assez récemment, le cas du chien qui a une réaction dans une procédure pénale particulièrement forte par rapport à un agresseur potentiel, s'était posé. Est-ce que le chien était en quelque sorte, l'attitude du chien pouvait porter une forme de témoigne? Dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire, quoi? C'était quelqu'un qui avait été agressé par une personne. Non, par une personne. Oui. Et le chien avait face aux mises en cause. Il a eu une attitude très agressive qui laissait entendre qu'effectivement, c'est sans doute ce monsieur qui avait peut-être agressé son propriétaire. Ah d'accord, oui. Le chien défendait son propriétaire, bien sûr. Et dans l'histoire des chiens qui a été faite par Victoria Vanneau, elle part justement d'un fait tout à fait analogue. D'un chien qui porte la mémoire en fait de la mort de son maître et qui va avoir un rôle dans la découverte du crime. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a même, on s'est posé la question d'introduire les chiens dans les palais de justice, là pour une autre raison, pour faire du lien avec les victimes éventuellement. Et donc l'animal est aussi dans le monde judiciaire une piste. On a parlé un outil, voilà. Ah oui, il peut aller jusqu'à être un outil, mais pas de reconnaissance, ou peut-être de permettre à la victime de parler plus facilement s'il a son animal de compagnie avec lui. Notamment les enfants, oui, par exemple. C'est ça. Voilà. Et surtout, on le voit à travers beaucoup les violences, la maltraitance. On commence par une violence animale, une maltraitance animale, puis une violence sur enfant, puis une violence sur la femme, ou sur l'homme. Enfin voilà, donc ça va progressivement, et c'est vrai que les violences partent aussi souvent de l'animal. La violence à l'animal pourrait être un indicateur d'une violence domestique. C'est ça, d'une violence beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte, voilà.
Et par rapport aux excès, on en parlait hors antenne, je vous rappelle, mais ça, on en a parlé, d'ailleurs, on avait les images de cette élue du conseil municipal de Strasbourg qui exprimait en disant, mais il faut absolument s'occuper des punaises de lit. Oui, certes, elles ont quelques inconvénients, évidemment, quand elles envahissent votre lit, votre couche, mais bon, il faut comprendre, elles ne savent pas où elle est, etc. Comment vous expliquez où c'est cette espèce de... On peut basculer, alors, minorité, je ne dis pas, on peut basculer dans l'excès contraire aussi, par rapport à... Alors, nous, on a souhaité, effectivement... travailler sur la question de manière, sans excès, et en réfléchissant aux intérêts à la fois de l'homme et de l'animal qui ont vocation à vivre ensemble. Bien sûr. Donc, mais cette affaire est assez drôle et elle évoque évidemment les procès à insectes que certains canonistes ont menés. On a d'ailleurs un article de Cyril Douneau, qui est un historien du droit. Sur les insectes ? Sur les procès à insectes, parce que il y a eu les procès animaux qui sont un peu plus connus, même si la réalité c'est que les archives manquent beaucoup. C'est-à-dire que souvent ce sont des procès qui nous sont connus par une pièce d'archive, éventuellement la quittance de l'exécuteur de justice pour la truite falaise. Et il y a eu beaucoup de reconstructions au 19e siècle, beaucoup d'ajouts. Sur les insectes, il y a des choses très intéressantes. Également, je pense à l'historienne du droit Ninon Maillard qui a écrit sur cette question. Et qui sont tous les deux contributeurs de l'ouvrage. Et on peut en renvoyer aux gens. En fait, tout vous abordez absolument. Je veux dire, on ne se rend pas compte. Moi, je vous dis, ma réaction, c'est qu'on ne savait pas que le droit, mais on va en parler juste après cette petite. Non, mais que le droit avait pénétré les interstices les plus terra incognita, si je me permets, de ce rapport. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et bien entendu, si vous avez une question ou vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Animal et droit, Claire Bouclé-Leroux, Nadège Reboul-Maupin, et puis une quarantaine de collaborateurs. Mais c'est intéressant parce que, encore une fois, vous explorez un peu tous et vraiment, on pourrait passer des heures à faire l'inventaire de tout ce quoi. Rien n'échappe à la justice, en fait. Selon que vous soyez puissant ou misérable, est-ce que ça s'applique aux animaux? La fable de La Fontaine, les jugements de cour vous rendant blanc ou noir. Mais par exemple, vous parlez aussi de la ménagerie publicitaire. Enfin, Anaïs Sropinski, une de vos contributrices, effectivement, et la ménagerie publicitaire, par exemple, est-ce que là aussi, on s'en est occupé, enfin la justice s'en est occupée? Il s'agit de savoir si, évidemment je ne pourrais pas en parler comme Anaïs le ferait, mais si l'image de l'animal ne peut pas être au fond déformée ou appropriée pour de mauvaises raisons par des publicitaires. Donc c'est un équilibre aussi à trouver, et évidemment ça évoque la vache qui rit et le travail de Benjamin Rabier colossal pour faire saisir les sentiments, les émotions des animaux. Et il faut voir aussi au niveau du cochon aussi, je veux dire, le cochon comme instrument publicitaire, enfin, il y a énormément de pubs, etc., qui vantent le cochon, mais... les publicités qui peuvent parfois être mensongères, c'est-à-dire qui vous présentent des cochons qui sont parfaitement contents de terminer en jambon. Voilà. Pour nous montrer, voilà. Ou qui ne correspond pas, ou une ferme bucolique, alors que la réalité n'est pas en fait celle-là. Ou une dinde qui est folle de joie d'être Kentucky Fried Chicken, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est intéressant. Je crois que nous avons. Oui, nous avons une auditrice qui nous appelle et c'est Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vous nous appelez du Ravie Gers. d'être avec vous. Oui, je suis du Gers, effectivement, et je travaille avec des vaches. J'ai une trentaine de vaches. Et effectivement, comme vous disiez, elles ont tout un prénom. Ah oui. Voilà.
Quand je suis arrivée dans l'élevage, elles n'avaient pas tout un prénom. Oui. Il y en avait quelques-unes, puis après, ça a été un petit peu abandonné. Et du coup, moi, j'ai trouvé très important qu'elles aient tout un prénom. Malgré que ce soit de l'élevage, parce que quand on s'adresse à une, quand elle a un prénom, elle nous regarde, elle nous écoute attentivement, donc il y a communication. Et à l'époque, je trouvais rigolo de leur donner un prénom ou par rapport à leur apparence, ou par rapport au numéro de leur étiquette en faisant un rapport avec les départements ou le tableau de classification. Oui, on peut tout faire là, c'est clair. Voilà, donc ça fait rire beaucoup de gens d'ailleurs. Mais c'est bien. Et mon employeur, quand j'ai commencé avec lui, en fait, il me présentait à tout le monde comme étant la dame qui parle aux oreilles des vaches. Ah. Voilà. Ah oui, après l'homme qui susurrait à l'oreille des chevaux, vous c'est la dame. Écoutez Vanessa, vous savez que je vais contacter Clint Eastwood, il va faire un film sur vous. Mais c'est promis. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est très rigolo. Un jour, sa maman, elle rentre dans l'étable, elle me dit, mais à qui tu parles ? J'avoue, la conversation était très rigolote dans le sens où c'est une vache donc allaitante, une vache à viande, qui a un pis mais monumental qui ressemble à un pis de vache laitière quand elle vèle. Et je lui fais, tu vois ma pomponnette, parce que je l'ai appelée pomponnette. Oui, hommage à Pagnol. Je lui fais, tu vois ma pomponnette, je lui fais, toutes les deux, on est pareil. Je lui fais, j'ai une toute petite poitrine et quand j'ai eu ma fille, j'aurais pu être nourrice au Moyen-Âge, j'aurais pu allaiter 5 bébés. Je lui fais, tu es comme moi. Et quand elle a débarqué, elle me dit, mais à qui tu parles ? L'air de dire, mais ça va pas. Mais je parle à ma vache qui peut parler. Merci beaucoup Vanessa. Merci de votre intervention. Je voudrais savoir par rapport à est-ce qu'il y a des juristes, des juges, des avocats ou pas spécialisés dans l'animal, spécialisés dans les affaires traitant où ça n'existe pas en fait, c'est dans le droit commun. Alors, il n'y a pas encore de spécialité reconnue. Voilà, ouais, les animaux, quand on est avocat, on a des spécialités. Et parmi les spécialités, on a le droit des personnes, le droit patrimonial, donc droit des affaires, voilà, donc plusieurs spécialités, droit pénal. Bon, et la spécialité droit animalier n'est pas reconnue, mais on a des avocats. Alors, on va les appeler des spécialistes. D'ailleurs, on en a une en droit équin, qui est Blanche de Grandvilliers, qui est une avocate. Alors, je dirais pas qui a la spécialité parce qu'elle n'a pas, mais son cabinet fait spécifiquement du droit équin. Donc elle est spécialisée. Tout ce qui est chevaux, etc. Voilà, tout ce qui est vente de chevaux. Donc il y a quand même des cabinets d'avocats spécialisés. Où ils ont une branche droit animalier et de plus en plus. Donc est-ce que cela va se développer, je l'espère. Déjà, on a des cliniques juridiques dans les universités qui ont une branche de droit animalier pour répondre aux besoins de toute personne. Mais je pense que ça peut progresser dans le bon sens, voilà, et d'avoir une spécialité peut-être. Plus tard. Et il y a de quoi faire. Parce que le droit animalier représente aussi tout ce qui est droit rural, droit de l'environnement, droit civil, droit des contrats. Donc, comme on l'a un petit peu envisagé, et c'est vrai que c'est beaucoup de domaines, mais droit animalier, je pense qu'il y a peut-être une ouverture. On lance pour les écoles d'avocats. Oui, c'est un contentieux assez nourri, le droit équin. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, on a réservé une place assez importante au cheval. Au cheval. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il est responsable. Parce que ça fait partie des animaux responsables, comme on dit. Oui, voilà. Les accidents, et puis etc. Enfin, oui, et cette avocate en droit équin me disait que souvent, dans les haras, les enfants promenaient et tout d'un coup allaient voir les chevaux et puis se faisaient mordre par un cheval parce que voilà, il saisissait la pomme qu'il avait dans la main. Donc il y a souvent des accidents, finalement, plus qu'on ne croit, même sans parler de tout le côté vente de chevaux. C'est pour ça que, effectivement, la frontière animaux domestiques, animaux sauvages, est quelquefois difficile à tracer. Oui. Et quid dites-moi, je ne sais pas si vous en parlez, je n'ai pas tout lu, et quid de cette chose, alors que je trouve hallucinante, parce que si vous voulez pas d'animaux, mais que de ces gens, et malheureusement ils sont nombreux, qui lâchent leurs animaux, vous savez, au moment des vacances,
en pleine forêt. On a même vu des images, c'est hallucinant, quoi. Ils prennent leur chat ou leur chien, ils le jettent, ou en tout cas, ils le mettent quelquefois, ils l'attachent à un arbre, effectivement, et ils s'en vont. Ça, est-ce que... comment le droit réagit? Comment c'est jugé, ou en tout cas, comment c'est traité? Le problème, c'est que sur l'animal, justement, le droit de propriété, c'est l'usus fructus abusus. Donc on peut en user, en jouir, en disposer. Si on applique la propriété à l'animal, on peut donc l'abandonner, comme on ferait effectivement. Donc je pense qu'aujourd'hui... Ah oui, c'est-à-dire que le propriétaire, soyons clairs, est totalement maître de ce qu'il peut faire son animal. Il est maître, voilà. Mais attention, il n'a pas... Aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'on réglemente la vente des animaux de compagnie en prenant en compte justement avant de vendre. Alors il faut que ce soit des ventes régulières. Avant, elles étaient parfois effectivement faites sur des journaux. Alors on régularise la vente, on regarde si vraiment l'acheteur veut conserver l'animal, mais on n'est jamais... Oui, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr de rien. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, et dans ma conception du bien vivant, changer le droit de propriété en mettant que c'est un droit d'eux, mais c'est aussi des devoirs de soins, de ne pas abandonner son animal. Et aujourd'hui, malheureusement, parfois, voilà, c'est un bien de consommation. Voilà, on peut assister véritablement à une sorte de glissement vers l'hyperconsommation. On souhaite un animal qui ait aussi des caractéristiques qu'on lui a choisies. Et on voit aussi des transformations. Les éleveurs vont parfois dans des transformations pour plaire au fond et correspondre aux souhaits des acheteurs, et quitte à mettre de côté un certain nombre d'éléments qui vont porter au bien-être de l'animal ou même à sa bonne santé. C'est-à-dire que on voit parfois sur le marché aujourd'hui des animaux qui en fait sont en mauvaise santé parce qu'on les a transformés pour plaire au goût des acheteurs, et là on est dans une sorte c'est une espèce de fabrique comme ça, des races, à la demande. Il y a des races d'ailleurs qui devraient disparaître. On crée des races et cela devrait disparaître pour le bien-être plutôt de l'humain que de l'animal. Et est-ce que vous parlez des expérimentations sur animaux? On va parler, je voudrais aborder deux sujets après cette dernière pause. Est-ce que on peut parler d'expérimentation sur animaux? Vous savez, ça c'est la grande question. Est-ce qu'on, mais après tout, il dit pour sauver l'homme, il faut faire des expériences sur les singes, etc. Et puis, on a une histoire très forte, c'est sur la défense des baleines, par exemple, en ce moment. Et il y a un très 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 grand explorateur qui est en prison en ce moment au Groenland parce que il défend les baleines. Moi, je voudrais qu'on parle de ça du point de vue aussi juridique, puisque à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et alors André, avant de retrouver nos invités, nous avons un auditeur qui voulait réagir ou poser une question, et c'est Olivier. Bonjour Olivier, vous nous appelez de Paris. Bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour à vos invités, bonjour à tous les auditeurs. Je me permettais deux interventions, tout d'abord une indignation et puis une réflexion plutôt d'ordre juridique. Dites-moi. Concernant l'indignation, moi je suis très indigné à ce que les gens maintenant donnent des prénoms humains à des animaux. J'en veux pour preuve le dernier exemple. Laure Manodou vient d'appeler son chien Colette. Parallèlement, vous avez Elon Musk qui appelle son dernier fils XAEA12. Je trouve que la société quand même marche vraiment à l'envers. Et d'accord. La question est plutôt d'ordre juridique. Voilà. Oui. Depuis quelques années, effectivement un peu plus d'une dizaine d'années, on parle maintenant de droits humains, comme s'il existait un droit des arbres, un droit des murs, un droit des animaux. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la rédaction et l'édiction d'une loi, d'un texte de loi, elle est à la portée et à la main de l'humain. Et donc, les droits que auront les animaux, ce sont les droits que les humains donneront aux animaux. Ouais. Et pour terminer mon propos, je trouve que vraiment, quand on voit l'argent qui est dépensé dans les animaux, notamment les animaux de compagnie, et que parallèlement, on voit tous ces petits vieux, notamment à l'approche de Noël,
qui manque de solidarité, de contact humain, moi, ça me scandalise. C'est une société que je ne supporte plus. Oui, c'est un autre problème, exemple, que celui qu'on aborde, mais effectivement, c'est une opinion que je peux voir maintenant, et je voudrais avoir votre réaction là-dessus, si vous en avez. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut toujours se poser la question de savoir si en augmentant les droits des animaux, on va pas avoir tendance à réduire corrélativement celui des humains, ou à cette frontière qui peut être poreuse et à laquelle il faut être attentif. Et donc c'est une question d'équilibre. Et je reviens à cet Arcimboldo qui souligne un équilibre précaire dans cette composition. De tout temps, le juriste s'est intéressé aux animaux et aux arbres, à la nature. Il suffit d'ouvrir Antoine Loisel, 1607, les instituts de coutumière. Il envisage un bestiaire. Il y a un bestiaire chez Antoine Loisel, notamment d'animaux plutôt domestiques et de rente, d'animaux utiles à l'homme. Et donc il faut pas forcément opposer en fait animal et humain, parce que l'humain a aussi intérêt à la conservation de la nature et à la protection des animaux. Donc il ne faut pas être dans une vision trop polémique sur ce sujet, mais regarder effectivement à ce que un certain nombre de hiérarchies soient préservées. Et je crois pour répondre aussi à Olivier, je crois que ça comprend en fait le fil rouge pour moi, enfin la sensibilité qu'il y a dans votre livre, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce que des humains nous préparent, c'est la viande sans viande, les œufs sans œufs et sans jaune, le fromage sans fromage et compagnie. C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas, c'est céder à ce que certains humains sont en train de nous préparer, alors que les animaux sont là. Alors peut-être ça plaira ou pas aussi pour être consommé, et que je rappelle que s'il n'y avait pas eu du gibier il y a quelques milliers d'années, on serait pas là. Faut pas oublier comment les gens ont subsisté, se sont nourris. C'est comme ça aussi ça se passe. Ou alors on accepte l'anthropophagie. Et je rappelle juste cette phrase de Léo Strauss: si toutes les cultures se valent, alors que le cannibalisme n'est plus qu'une question de goût. Voilà, je voulais vous remercier. Je voulais remercier et vous dire que ce livre, vraiment, il est tout à fait passionnant. Encore une fois, si vous avez un cadeau de Noël à offrir, offrez-le. Et ça vous a, ça enseignera sur tout ce qu'il peut y avoir sur les facettes du droit, beaucoup plus subtil et compliqué qu'on ne le croit. Et aujourd'hui, pour parler du droit et des animaux, André Berkoff recevait Claire Bouglet-Leroux et Nadège Reboul-Maupin, qui sont co-auteurs de Animal et droit, bestiaire, patrimoine juridique, défis contemporains. Et vous pouvez retrouver aux éditions LexisNexis. Et si vous voulez retrouver ou réécouter cette émission, vous pouvez vous brancher sur notre site internet sudradio.fr ou encore aller sur notre chaîne YouTube. André, on vous retrouve dès demain. Dès demain. Et je crois que pour vous, demain, ça sera un jour particulier, non ? Oui, enfin, je ne veux pas en parler avant, vous savez. Oh, bah il faut toujours un peu. Bon, on en parlera demain. On en parlera demain. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Avec Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français, soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.